Bienvenue dans LCI Soir, nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Bonsoir Marie-Aline. Bonsoir Thibault. Et d'abord les titres de l'actualité. À la une, ce scénario de l'accident de l'A320 à peine croyable, un crash volontaire. L'examen de la boîte noire révèle que le copilote s'est volontairement enfermé dans le cockpit avant de précipiter l'avion vers le sol. La piste terroriste est a priori écartée. Comment comprendre un tel geste? Explication à suivre. Et l'homme s'appelait Andreas Lubitz, allemand de 28 ans. C'était un jeune pilote, mais il avait satisfait à tous les tests, notamment psychologiques. Il était décrit comme un passionné d'aviation. Avait-il des penchants dépressifs ou suicidaires? Des éléments dans son parcours interrogent. J-3 avant le second tour des départementales et deuxième débat sur LCI. Marine Le Pen, Jean-Marie Le Guen et Christian Estrosi ont échangé leurs derniers arguments sur notre plateau. À l'image de cette campagne, il a beaucoup été question de la place du FN, de la stratégie de l'UMP et du PS face à lui. Meilleur moment dans ce journal. Le temps demain, le ciel sera couvert du sud-ouest au nord-ouest avec quelques petites pluies à la pointe de la Bretagne. De belles éclaircies sont prévues dans le midi malgré des rafales de vent allant jusqu'à 100 km/h. Beau temps également de la baie de Somme à l'Île-de-France. Ailleurs ce sera brumeux voire nuageux. Côté température, il fera 4 degrés sur Paris, 5 à Brest et jusqu'à 10 à Perpignan. On commence par ce scénario cauchemardesque révélé 48 heures après l'accident de l'Airbus de la Germanwings. Quelles sont les motivations qui ont poussé le copilote de l'A320 à détruire l'appareil? Oui, puisqu'on sait désormais que c'est lui qui a volontairement actionné la descente de l'avion. Il s'est enfermé dans le cockpit en l'absence du commandant de bord. Mais la piste terroriste semble écartée. Samira El Gadir. Lorsqu'il revient, le commandant de bord se retrouve bloqué à l'extérieur du cockpit. Il frappe à la porte. Aucune réponse. Lance l'appel de cabine. Un interphone avec visiophone qui permet de l'identifier. Toujours rien. Aucun mouvement dans la cabine de pilotage. On entend à ce moment-là un bruit de respiration humaine à l'intérieur de la cabine. Et ce bruit de respiration, nous l'entendrons jusqu'à l'impact final. Donc ça veut dire qu'a priori, le copilote était donc vivant. Les alarmes se sont déclenchées pour signifier à l'équipage la proximité du sol. Et à ce moment-là, on entend des coups portés violemment, comme pour défoncer la porte, si vous voulez, enfoncer la porte. Le copilote n'a émis aucun signal d'alerte du type Mayday. Il n'a jamais répondu aux appels des contrôleurs aériens. À ce stade, si les motivations du jeune copilote restent inconnues, pour le procureur, l'acte est bien délibéré. Le copilote, par une abstention volontaire, a refusé d'ouvrir la porte de la cabine de pilotage au commandant de bord. Et a actionné le bouton commandant la perte d'altitude. En 8 minutes, l'A320 de la Germanwings est passé de 11 000 mètres à 1700 mètres d'altitude. Et sur le terrain, les opérations de récupération des débris de l'appareil et des corps se sont poursuivies. La deuxième boîte noire, celle qui enregistre les données du vol, n'a pas encore été retrouvée. Les familles et les proches des victimes se sont recueillis près du lieu de la catastrophe à Seine-les-Alpes. Ce sont plusieurs centaines de personnes en provenance d'Espagne et d'Allemagne qui sont accompagnées par des psychologues et des membres de la Croix-Rouge. Astrid Mesmorian et Johan Elgen. À l'intérieur de ces cars, des proches des 144 passagers de l'Airbus. Ils arrivent de Marseille, où le procureur en charge de l'enquête a répondu à leurs nombreuses questions sur les derniers instants du vol. Le Vernet, leur première halte, est le village le plus proche du lieu du crash. Ils se recueilleront ici pendant plus d'1 heure, entourés de représentants locaux, allemands et espagnols. Nous sommes là pour satisfaire leurs moindres besoins. On leur donne de l'eau, des couvertures s'ils ont froid. On est surtout là pour les écouter et libérer leurs tensions. Dans cet autre car, cette fois, des proches des 6 membres de l'équipage de l'Airbus. Certaines personnes ont demandé des cérémonies religieuses. Médecins et psychologues ont veillé à façonner une bulle d'intimité autour d'eux en cette journée qui a aussi vu l'enquête avancer. S'ils étaient volontaires, des proches des victimes ont pu se voir prélever leur ADN. Les corps ne pourront leur être restitués qu'une fois le travail d'identification terminé,
Demain, d'autres familles sont attendues sur place. Et le profil du copilote ne laissait pas le moindre indice sur ses motivations. C'est ce qu'a déclaré le patron de la Lufthansa, la maison mère de Germanwings. Andreas Lubitz, 28 ans, c'est son nom, avait passé tous les tests techniques et psychologiques nécessaires à sa formation. Ses voisins décrivent un jeune homme sportif, très compétent, qui rêvait de voler. Certains évoquent une dépression. Cependant, ce soir, une perquisition de 3 heures a eu lieu à son appartement de Düsseldorf. Reportage de Jacques Boivin à Montabaur, en Allemagne, là où le copilote vivait également. Devant la maison de la famille Lubitz, des dizaines de journalistes, allemands bien sûr, mais aussi français, espagnols, anglais et même des japonais. Andreas Lubitz, 28 ans, vivait ici avec ses parents. Dans cette banlieue résidentielle, on est littéralement hébété. Ce n'est pas seulement un choc, c'est un cataclysme. Rien ne pouvait laisser présager une telle catastrophe. Il était ouvert, calme, serviable, amical et très sportif. Andreas Lubitz était un passionné d'aviation. C'est dans ce club, proche de Montabaur, qu'il a contracté le virus et qu'il a passé ses premiers diplômes. Un jeune homme sans histoire qui volait encore ici il y a quelques mois. Il est encore venu ici au printemps, il a fait du planeur et depuis je ne l'ai plus revu. C'est clair qu'on est surpris, bouleversé. Je ne l'explique pas. Les parents du jeune copilote se sont rendus sur les lieux du crash. En fin d'après-midi, des perquisitions ont été menées dans la maison familiale dans l'espoir d'en savoir davantage sur ce qui reste ici un mystère pour l'instant insondable. C'est maintenant une étude de personnalité très fouillée à laquelle les enquêteurs vont devoir procéder. Et direction les États-Unis à présent, où un incendie assez spectaculaire a eu lieu dans un bâtiment à New York. Il y a un blessé grave selon les pompiers. On ignore pour l'instant les raisons du départ de feu, mais les pompiers, vous le voyez, sont toujours à pied d'œuvre. Et retour en France, un surveillant de la prison de Saint-Maur dans l'Indre est toujours retenu en otage par 2 détenus selon nos informations. L'un d'eux est déjà connu pour des faits de séquestration. Et l'autre, âgé d'une quarantaine d'années, est suivi psychologiquement pour schizophrénie. Il demande à être hospitalisé d'office. Les équipes régionales d'intervention et de sécurité de Paris sont toujours sur place. L'inquiétude grandit à Villefontaine, en Isère, après les aveux du directeur d'école mis en examen pour viol aggravé et agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Le père de famille de 45 ans a reconnu s'en être pris à plusieurs de ses élèves de CP, mais a-t-il fait d'autres victimes alors qu'il était en poste auparavant dans d'autres établissements? Des parents de 14 élèves ont signalé de nouveaux faits potentiels aux enquêteurs. La politique, l'UMP et le Front National confirmeront-ils leur percée au second tour des départementales? C'est dans 3 jours et LCI vous proposait un débat en partenariat avec RTL et Le Figaro. Un débat entre Jean-Marie Le Guen pour le PS, Christian Estrosi pour l'UMP et Marine Le Pen pour le FN. On va écouter cet échange sur l'attitude à adopter vis-à-vis du Front National. Nous sommes aujourd'hui dans une tripolarité. Moi, je ne conteste pas le fait que le Front National soit aujourd'hui une force qui fait 25%, moins qu'attendu, certes, mais qui est absolument incroyable du point de vue de la réalité des institutions, d'une part, et des problèmes, des dangers que cela pose à la République et à notre pays. J'ai un adversaire, c'est le gouvernement qui aujourd'hui mène notre pays à la ruine. Et puis d'un autre côté, j'ai un ennemi, c'est le Front National, qui veut mener notre pays au chaos. Et vous dites un mot que je trouve inadmissible et condamnable. Vous dites le Front National est mon ennemi. Alors moi, M. Estrosi, mon ennemi, c'est par exemple l'État islamique. Ça, c'est mon ennemi. Mais je n'ai pas d'ennemi. Non, je n'ai pas d'ennemi, moi, en France. Je n'ai pas d'ennemi chez les électeurs de mes adversaires. C'est une affiche qui fait toujours rêver. France-Brésil, c'est ce soir au Stade de France à suivre à 21h sur TF1. Une rencontre amicale, mais quand les Bleus rencontrent les Brésiliens, il y a toujours un enjeu, Thibaut. Oui, ce fut l'occasion pour la Fédération française de football d'honorer ceux que l'on surnomme les centenaires en sélection, autrement dit ceux qui ont été sélectionnés plus de 100 fois en équipe de France. François Hollande leur a remis symboliquement un maillot avec le nombre de sélections: Didier Deschamps, Marcel Desailly, Zinedine Zidane, Thierry Henry et Patrick Vieira notamment.
À suivre dans LCI Soir, on revient évidemment sur le mystère du crash de l'A320 avec nos invités. Ils sont psychologues, experts spécialistes des questions de sécurité notamment. On va tenter de comprendre avec eux. À tout de suite. Quand j'ai pas le temps de déjeuner pour prendre soin de ma ligne, j'ai Gerlinéa. Mon repas minceur sain et équilibré. Gerlinéa, la minceur qui me va. Quand on lance un SOS à la MAF, la MAF est là. C'est pour la complémentaire santé. Je sais que vous serez de bons conseils pour la mise en place de la complémentaire santé de mon entreprise. Exactement. Oui, mais ça c'est pour mes salariés. Et moi, en tant que gérant non salarié, et pour ma femme, ça marche comment? Même garantie que vos salariés. Avec en prime un cadre fiscal avantageux pour vous. C'est MAF Pro et c'est pour vous, les pros. I'm still waiting, but I keep on dreaming. I'm still standing, but I'm sick of waiting. Sometimes you seem to be right there, sometimes you're there. Crossover Peugeot 3008 avec nouveau moteur PureTech et Blue HDI. Bénéficiez d'une reprise Argus plus 5 000 € et de la garantie étendue à 5 ans offerte. Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire du store. Mais quoi? On ne peut pas savoir tout faire. Pauvre store fenêtres et volets, laissez faire ce qu'ils savent faire. Storiste de France. En France, on a Teddy Riner, 7 fois champion du monde, plus fort que les Japonais. Bon alors je te préviens, j'ai fait 2 ans d'équitation. Renault aussi a remporté de belles victoires. Clio, voiture la plus vendue en France, 9 années de suite. Une gagnante. Normal, elle est ceinture noire. Twingo, 5 portes. Zen. Et quand il n'y a pas de zen, il n'y a pas de plaisir. La French Touch revient en force. Nouvelle Renault Twingo est à partir de 9 990 €. Je rêve d'une banque réactive. Chez LCL, c'est une réponse de principe en 2 jours pour votre prêt IMO. Sinon, LCL vous rembourse jusqu'à 200 €. LCL, demandez plus à votre banque. Your flowers, madame. It's Miss, actually. Sorry, Dad. Miss Dior, par Christian Dior. On sait désormais ce qui s'est passé à bord de l'A320 de la Germanwings, mais l'on ne comprend toujours pas comment le copilote a-t-il pu s'enfermer dans le cockpit, comment expliquer son comportement, son profil aurait-il pu être détecté? Autant de questions que nous allons nous poser avec nos 4 invités. Bertrand Villemer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert enquête et accident auprès de la Cour d'appel de Paris. Humbert Boisseau, chef du service psychiatrie de l'hôpital du Val-de-Grâce, bonsoir. Bonsoir. Gilles Gomberts, directeur général du courtier aérien Avico, bonsoir à vous. Bonsoir. Et Frédéric Bagnada, journaliste à France Info, spécialiste des questions d'aéronautique. Une question toute simple pour commencer, peut-être à vous Frédéric. On a toujours du mal à comprendre comment ce copilote a pu rendre le cockpit totalement inaccessible pendant 8 minutes. Alors, vous savez que depuis le 11 septembre 2001, les Américains ont imposé un certain nombre de normes de sécurité concernant le verrouillage des cockpits. Donc, les cockpits sont inviolables de l'extérieur. Donc, il y a des codes pour y accéder, digicodes, mais on peut très bien verrouiller le cockpit de l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur du cockpit, il y a une procédure d'urgence. Si jamais un membre du personnel navigant veut accéder au cockpit, mettons qu'il y a un malaise à l'intérieur, elle peut actionner un code. Il y a un code de secours. Il y a un code de secours. Le cockpit va s'ouvrir au bout d'une trentaine de secondes. Si, dans le poste de pilotage, on ne répond pas. Voilà. Donc le cockpit va s'ouvrir automatiquement. Mais en dernier recours, c'est vraiment le dernier recours. Voilà. Mais Gilles Gomberts, si jamais il y a un verrouillage de l'intérieur, ce qui semble avoir été le cas par le copilote, là, on ne peut absolument rien faire dans ce cas-là. Et la porte est sécurisée, c'est l'objectif de cette porte, c'est de ne pas laisser entrer les gens.
Mais est-ce que là, on peut s'interroger sur les procédures de sécurité à mettre en place? Est-ce que ce ne serait pas mieux, comme ça a existé auparavant, qu'il y ait une troisième personne qui puisse entrer dans le cockpit au cas où le pilote ou le copilote ait un malaise à l'intérieur et que l'autre soit absent? Oui, et c'est tout à fait l'objectif de l'enquête qui est menée par le BEA, justement, c'est de se poser ces questions. Quelles sont les causes? Quelles sont les réponses à apporter? C'est vrai que ces portes n'existent que depuis le 11 septembre 2001, et finalement, on n'a pas encore été confronté. C'est la première, la deuxième fois que ça arrive, et c'est maintenant, effectivement, qu'il faut se poser ces questions-là. Bien sûr, on aurait pu imaginer se les poser avant, on se les est posées, on a trouvé des réponses, on s'aperçoit que la réponse n'est pas adaptée. Le résultat est catastrophique, la réponse n'est pas adaptée. Il faut faire quelque chose. Quelles seront les actions à mener? Il y a moyen de réagir à chaud, ce qu'on fait à certaines compagnies en disant si un pilote sort, quelqu'un d'autre doit rentrer, effectivement, pour qu'il y ait 2 personnes dans le cockpit. Il y a sûrement des actions de fond à mener. Il faut avoir le temps de la réflexion, effectivement, le temps de l'analyse, pour être en mesure de mettre en place des mesures adaptées sur tous les avions qui seront alors concernés. Mais alors si les compagnies disent aujourd'hui, ça y est, on va mettre une deuxième ou une troisième personne quand le pilote s'absente, ça veut dire qu'elles ne le faisaient pas aujourd'hui? Certaines compagnies le font déjà. EasyJet l'a annoncé aujourd'hui. D'autres compagnies imposaient systématiquement la présence d'une troisième personne, d'une hôtesse de l'air ou d'un steward lorsque le commandant de bord ou le copilote s'absentait. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une compagnie low cost ou pas, ça dépend des compagnies. Non, pas du tout. Est-ce que c'est notamment dans les vols long courriers, par exemple, il y a la présence obligatoire d'un autre copilote ou d'un autre pilote? Mais alors ça, c'est dans les moyens ou courts courriers, c'est pas forcément le cas? Alors la présence d'un troisième, voire d'un quatrième pilote, ça dépend surtout du temps de vol. Au-delà de 9 heures de vol, on impose un troisième pilote, un copilote, en plus du commandant de bord. Au-delà de 12 heures de vol, on va imposer un quatrième pilote. Mais ça n'a rien à voir avec des consignes de sécurité. C'est une gestion de la fatigue, tout à fait. Et Gilles Bompert, justement, sur les leçons à tirer de cette tragédie, j'entendais un commandant de bord dire ce serait bien que le pilote ou le copilote puisse avoir accès aux toilettes, parce que c'est ça, en fait, la raison pour laquelle s'était absenté le commandant de bord, dans le cockpit, et ne pas avoir forcément à sortir. Ce serait une piste intéressante. C'est une piste, il y en a d'autres. Et c'est vrai qu'il faut choisir les pistes qui sont les plus efficaces. Aujourd'hui, j'imagine qu'il est totalement impossible de rechambouler tous les avions qui existent déjà. Ça pourrait être une réflexion pour les avions à venir, mais comment fait-on pour les avions qui volent déjà? C'est une piste. Je crois qu'on a une accélération qui est incroyable. On est 2 jours après l'accident, on a déjà les réponses, on cherche toutes les actions correctives à mettre en place. Laissons le temps effectivement aux gens qui analysent de mener ces analyses, de proposer des solutions qui seront les plus efficaces et les plus adaptées. On a entendu aussi dire des pilotes qu'ils avaient alerté justement sur ce problème du fait qu'une personne puisse se retrouver seule aux commandes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des raisons économiques dans le fait que certaines compagnies ont fait ce choix de laisser un copilote éventuellement seul aux commandes d'un appareil avec les risques de malaise qui peuvent Non, il n'y a pas de raison économique. On n'avait pas pensé à ce cas de suicide. Des suicides, il y a eu quelques cas dans l'histoire de l'aviation commerciale. On se souvient du vol d'Égyptair ou du vol de la Royal Air Maroc, mais c'est tout. Alors, un mot de la formation et du recrutement. On sait encore peu de choses sur ce copilote. On sait qu'il a été formé en Allemagne, aux États-Unis. Il y a eu un trou qui pose question de plusieurs mois dans sa formation. Le patron de la Lufthansa, pour l'instant, refuse de dire pour quelles sont les raisons de son absence durant cette formation. Et je me tourne vers vous, M. Wilmer. Comment se passe la formation des pilotes? Tout d'abord, je crois que ce qu'il faut noter, c'est que en France, on appelle un copilote, mais en fait, c'est un officier pilote de ligne. Ce qui fait qu'il a les mêmes critères de technicité que le commandant de bord. Je crois qu'il faut bien souligner le fait que le commandant de bord n'a pas une certaine technicité et le copilote une autre. Ils ont la même technicité. Il y en a un qui a plus d'expérience que l'autre, et donc c'est à lui que revient la décision finale, si toutefois il n'arrive pas à se mettre d'accord. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Donc la technicité réputée, c'est-à-dire celle qui a été validée par des organismes de formation qui sont accrédités par les instances européennes ou américaines. En l'occurrence, c'était les instances américaines, de ce que j'ai compris. Alors, ils sont réputés avoir les mêmes compétences. La formation qui est suivie est une formation, comme je l'ai dit, qui est certifiée par des organismes qui répondent à des accréditations extrêmement strictes. On ne va pas entrer dans le détail, mais avec des parts très particuliers. Et à partir du moment où les pilotes sortent de ce genre d'ATO, c'est-à-dire de structure de formation, alors ils sont tout à fait capables, avec une qualification technique sur le type de l'appareil, à pouvoir prendre une place de copilote comme il l'a fait. Combien de temps ça dure une formation ?
une formation... Un pilote qui est censé diriger un A320. La formation ab initio jusqu'à la qualification de type, vous pouvez faire ça en moins d'1 an. Ça, c'est pour la formation technique. Il y a aussi le côté psychologique. Le pilote, le copilote avait passé les tests psychologiques, les avait satisfaits. Humbert Boisseau, quelle est la nature de ces tests? Qu'est-ce qu'on peut déceler, notamment, d'un pilote, d'un copilote, à travers ces mesures? Qu'est-ce qu'on cherche à savoir? Sa stabilité psychologique? Bien entendu. Il y a chaque personnel navigant doit satisfaire régulièrement à des visites d'aptitude. Dans ces visites d'aptitude, bien entendu, c'est pas systématiquement tous les domaines qui sont abordés, mais effectivement, il y a la possibilité, à partir du moment où on repère le médecin généraliste, j'allais dire, qui fait le débrouillage un petit peu de la situation clinique, à partir du moment où il repère quelque chose, est en mesure de l'adresser au service de psychiatrie du centre d'expertise du personnel navigant. Il peut arriver que des pilotes soient mis à pied parce qu'ils sont psychologiquement dans une période compliquée? Bien sûr. Ça arrive souvent? Je ne suis pas en mesure de vous le dire parce que je ne suis pas moi-même responsable de ce service-là au niveau de l'hôpital Percier à Clamart. Mais bien entendu, c'est des choses qui se passent. Bertrand Wilmer? Il se trouve que j'ai passé cette visite médicale il y a 2 jours. Donc, tout va bien tout va bien. On passe devant un certain nombre de médecins qui sont tous parfaitement formés pour rendre une aptitude. Sur la partie ORL, ophtalmo, médecine générale, on fait des analyses. Tout ça, c'est parfaitement bien organisé. Mais il n'y a pas, stricto sensu, un psychanalyste ou un psychiatre qui voit tous les candidats à l'aptitude. Ça n'existe pas. Et c'est d'ailleurs pas demandé par la réglementation internationale, que ce soit clair. Donc ça n'existe nulle part. Donc si quelqu'un est fragile psychologiquement, alors qu'on sait qu'il postule pour un poste où il aura entre les mains la vie de centaines de personnes, il ne voit pas de psychiatre ou psychologue avant? La réponse est non. Cela étant, pendant cette visite d'aptitude, qui dure une grosse demi-journée, on rencontre un médecin généraliste qui, lui, fait la fusion de l'ensemble des résultats des analyses. Et il y a un entretien qui a lieu avec ce médecin, qui lui est formé, alors là, pour le coup, et qui, j'ai presque dire, il y a une notion de relation avec un peu comme un médecin de famille, parce qu'il nous connaît depuis longtemps. Bon, ils ont des dossiers sur des gens qui sont là qui reviennent depuis 10 fois, 15 fois, 30 fois, 40 fois. Donc ils connaissent parfaitement le suivi des gens. Et il y a un dialogue qui s'instaure. Et c'est vrai aussi avec le médecin qui signe à la fin l'aptitude. Il y a un petit dialogue qui s'instaure. C'est vrai. Donc ils ont une appréciation. Mais à la réponse à la question est-ce qu'il y a un spécialiste dans le domaine de la psychiatrie et du psychanalyse, la réponse est non. Gilles Gomberts, s'il s'avère que ce copilote était dépressif, est-ce qu'il est possible qu'il ait pris des substances? Est-ce qu'il y a des contrôles en la matière avant d'embarquer dans un vol? Les contrôles sont extrêmement rares. C'est vrai qu'on est quand même sur des personnes qui ont le sens des responsabilités, qui maîtrisent leur métier, et c'est vrai, et là c'est difficile de le dire, mais moi j'ai jamais rencontré de pilote dont la première préoccupation n'est pas la sécurité de ses passagers. Et de ce fait, ces contrôles ne sont pas courants. Il y a des contrôles d'alcoolémie, il y a des contrôles de prise de drogue, mais ces contrôles restent extrêmement rares. On n'a pas des pilotes suicidaires tous les jours. Oui, c'est vrai. Mais Frédéric Bignada, ça, M. Wilmer vient de nous l'apprendre, on peut penser que pour un métier qui est quand même très compliqué, un métier à risque, où on a entre les mains la vie de centaines de personnes parfois à bord, on peut penser qu'il y a une visite avec un psychiatre ou un psychologue au cours de la formation, ou au moins à la fin. Non, il n'y a pas de visite en tant que telle. Il y a un suivi, comme on vous l'a dit, tout au long de la carrière du pilote. On va voir effectivement si à un moment donné... On se sent plus ou moins bien, si on a des problèmes, des antécédents familiaux, des problèmes actuels et tout. Mais c'est tout, ça ne va pas plus loin. Donc, et puis, c'est extrêmement difficile de déceler un pilote qui va mal. Qui va mal parce qu'il peut très bien, pendant ses heures de vol, pendant son temps de service, piloter son avion normalement. Les pilotes qui arrivent à exclure complètement leur vie privée et puis la vie lorsqu'ils sont à bord de leur avion. A priori, ils avaient une conversation tout à fait normale avec le pilote quelques minutes avant. Oui,
Oui, bien sûr. On a parlé à un moment donné là, de conversation, enfin de checklist laconique, enfin de réponse laconique. Ça veut strictement rien dire, bien sûr. Par Checklist, définition. par définition. Checklist est... Mais on peut peut-être dire deux choses. C'est-à-dire que ces pilotes qui viennent à la visite d'aptitude, ils viennent pas de n'importe où. Ils viennent d'un environnement particulier dans lequel, effectivement, les uns ou les autres sont susceptibles de repérer des choses et éventuellement d'amener à ce qu'il y ait une recherche particulière. Je crois que c'est ça qui est important. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'il y a également dans les tests biologiques des recherches de stupéfiants effectivement, qui sont effectuées. Donc, bien entendu, je veux dire, tout le monde n'est pas passé au crible de tout un ensemble de tests qui viseraient à détecter la moindre spécificité, la moindre faille qui amènerait finalement à ce que personne prenne les commandes d'un avion. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent et c'est pas comme ça que les choses peuvent fonctionner. Je pense qu'il faut être aussi précis là-dessus. En un mot, Frédéric Bagnadat, 28 ans, 630 heures de vol. C'était un pilote novice, mais l'expérience n'est pas en cause en la matière? Non. 28 ans, 630 heures de vol, ça me paraît tout à fait normal pour un jeune copilote embauché il y a un peu plus d'un an chez Germanwings. Restez avec nous, messieurs. On va continuer de débattre et continuer ce décryptage dans quelques instants. Une petite pause et puis les titres. À la une, le scénario cauchemardesque révélé 48 heures après l'accident de l'Airbus de la Germanwings. Quelles sont les motivations qui ont poussé le copilote de l'A320 à détruire l'appareil? On sait désormais que c'est lui qui a volontairement actionné la descente de l'avion. Il s'est enfermé dans le cockpit en l'absence du commandant de bord, mais la piste terroriste a été écartée. Le profil du copilote ne laissait pas le moindre indice sur ses motivations. C'est ce qu'a déclaré le patron de la Lufthansa, maison mère de la Germanwings. Andreas Lubitz, 28 ans, avait passé tous les tests techniques et psychologiques nécessaires à sa formation. Ses voisins décrivent un jeune homme sportif très compétent et qui rêvait de voler. Certains évoquent une dépression. Ce soir, une perquisition de 3 heures a eu lieu à son appartement de Düsseldorf. Sur le terrain, les opérations de récupération des débris de l'appareil et des corps se poursuivent. La deuxième boîte noire, celle qui enregistre les données du vol, n'a pas encore été retrouvée. Les familles et les proches des victimes se sont recueillis près du lieu de la catastrophe. Un surveillant de la prison de Saint-Maur dans l'Indre est toujours retenu en otage par 2 détenus. L'un d'eux est déjà connu pour des faits de séquestration. L'autre, âgé d'une quarantaine d'années, a des problèmes psychologiques. Les équipes régionales d'intervention et de sécurité de Paris sont sur place. L'inquiétude grandit à Villefontaine en Isère après les aveux du directeur d'école mis en examen pour viol aggravé et agression sexuelle sur mineurs. Le père de famille de 45 ans a reconnu s'en être pris à plusieurs de ses élèves de CP, mais a-t-il fait d'autres victimes alors qu'il était en poste auparavant dans d'autres écoles? Des parents de 14 élèves ont signalé de nouveaux faits potentiels aux enquêteurs. C'est une affiche qui fait toujours rêver. France-Brésil ce soir en ce moment au Stade de France. Après une demi-heure de match, le score est de 1-0 pour les Bleus. Bonne nouvelle. À noter l'hommage rendu avant la rencontre au centenaire de l'équipe de France, Didier Deschamps, Zinedine Zidane ou encore Thierry Henry. Et tout de suite, on poursuit notre débat pour comprendre les raisons qui ont poussé le copilote à pousser l'avion à ce crash évidemment terrible qui a causé la mort de 150 personnes au total. Le décryptage continue avec nos invités. On parlait avant cette coupure de la formation, la gestion du stress notamment. Bertrand Willemer, elle est partie prenante du métier de pilote et justement de la formation qu'ils reçoivent. La formation d'un pilote, c'est aussi de pouvoir répondre à les situations imprévues. C'est justement pour ça que les avions ne sont pas encore automatisés. Et parmi les situations imprévues, il y a les pannes. Et répondre à une situation de panne qui peuvent être compliquées, puisqu'il peut y avoir des simples pannes, il peut y avoir des pannes volatiles, il peut y avoir des pannes qui s'enchaînent, au-dessus de terrain pas forcément très sympathique pour se poser. Ça, c'est une vraie situation de stress. Alors, il y a un entraînement qui est fait en simulateur,
Mais l'apprentissage du stress, il est d'abord dans la gestion des pannes et des situations imprévues, que ce soit météo ou même technique. Gilles Compers, on est d'accord, que ça fait partie de la formation, de savoir mettre de côté ses problèmes personnels, les facteurs humains, pour pouvoir évidemment être aux commandes. Tout à fait. C'est vraiment une partie qui a été développée sur la dernière décennie. C'est cette notion de facteur humain qui est essentielle parce qu'on voit qu'il intervient sur de nombreux accidents. C'est une des causes classiques d'accidents. Et effectivement, l'accent est mis de manière importante sur la formation et bien sûr les instructeurs sont sensibilisés également pour suivre ces particularités sur les stagiaires et sur les pilotes effectivement qui sont formés régulièrement et qui repassent effectivement avec des instructeurs 2 fois par an. Une question sur un aspect de ce qu'on a appris aujourd'hui dans la bouche du procureur. Quand ce copilote décide d'actionner le Flight Monitoring System, c'est bien ça comme ça qu'on appelle. C'est l'ordinateur de bord. C'est l'ordinateur de bord pour actionner donc la descente de l'appareil. Le procureur Frédéric Bagnada dit que cette action ne peut être que volontaire. C'est totalement inenvisageable que ça ait pu être fait de manière involontaire suite à un malaise, par exemple. Non. Pour changer, pour descendre, comme pour monter, c'est une action qui est évidemment volontaire. Oui, bien sûr. Et pour revenir sur la formation, parce qu'évidemment après ce drame, on s'interroge, est-ce qu'il serait pertinent à l'avenir qu'il y ait un dossier médical pour les pilotes ou est-ce que c'est peut-être trop, Frédéric Bagnada ? Mais il y a un dossier médical, on vous l'a dit, il y a un suivi des pilotes pendant toute leur carrière. Donc les visites sont régulières, c'est tous les ans pour un pilote professionnel, tous les 6 mois si on découvre certains problèmes, mais ce suivi médical, il est tout au long de la carrière du pilote. Bertrand Wilmer, vous êtes d'accord pour dire que l'action d'actionner la descente ne peut être que volontaire ou c'est possible autrement ? Elle est volontaire s'il n'y a pas de panne. Donc l'enquête technique n'a pas commencé. Comme on le disait à l'instant, on est dans une situation qui est extrêmement rare. D'abord, c'est un cas absolument invraisemblable. C'est inédit, c'est complètement inédit. C'est un cas inédit, c'est inédit. Donc on est un peu désarmé, d'une part. D'autre part, le temps, qui est en principe géré de façon plus longue pour savoir, pour connaître les détails techniques. Là, au bout de 48 heures, on a quasiment les causes, ou les causes finales, quoi, hein. L'enquête technique existe, elle se poursuit, elle est faite par le bureau enquête-analyse qui est extrêmement compétent avec des gens très rigoureux. Ils vont aller au bout de cette enquête, ça prend du temps, notamment lorsqu'ils retrouveront la deuxième boîte noire. Et là, on pourra dire s'il y avait ou non panne sur l'appareil. Il peut y avoir une panne en plus. Mais s'il s'agit d'une panne, ça ne résout pas la question de comprendre pourquoi le copilote n'a pas, dans ce cas-là, ouvert la porte au pilote. C'est exact. Justement, cette deuxième boîte noire, qu'est-ce qu'elle pourrait encore nous apprendre désormais ? Alors, pour restituer la trajectoire et l'historique d'un vol, il y a besoin de 3 éléments. Il y a besoin de la première boîte noire qu'on a retrouvée, avec l'enregistrement des voix à l'intérieur du cockpit, l'enregistrement des conversations avec le sol, les alarmes et ce qu'on appelle les éléments d'ambiance. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a besoin de la deuxième boîte noire sur laquelle vous avez entre 8 et 900 paramètres, avec des temps de rafraîchissement différents. Et vous allez synchroniser, et ça, c'est pas facile du tout à faire, vous allez synchroniser la première boîte avec la deuxième boîte. Et ensuite, vous synchronisez avec les trajectoires que vous donnent les radars sol. Et une fois que vous avez ça, par exemple, pour identifier une voix, vous avez une voix que vous entendez, pas forcément très nettement, au milieu d'un bruit de fond, au milieu de bruits différents. Qui a parlé ? Facile de savoir qui a parlé. Ben ça, il faut qu'il le détermine. Donc c'est un travail extrêmement minutieux. Les gens du BEA sont parfaitement compétents pour faire ça. Ils ont une réputation qui n'est plus à faire. Il faut du temps. L'enquête technique continue et elle va arriver au bout. Et il y aura une restitution parfaite du vol. Je n'ai pas de doute là-dessus. Gilles Compers, l'enquête avance très vite, on l'a vu. Cette deuxième boîte noire, elle va venir peut-être confirmer les éléments qu'on connaît déjà. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, l'analyse des voix, de l'ambiance donne une tonalité qui est extrêmement forte. Par contre, effectivement, sur cette deuxième boîte où il y a l'ensemble des paramètres, là, on vérifiera que l'action, justement, sur le FMS a bien été commandée par le copilote, parce que c'est typiquement le type de paramètres qui apparaissent. Vous avez, dans la foultitude de paramètres, le fait de savoir si l'action a été commandée ou non, si on a appuyé sur une touche, et tous ces éléments-là vont ressortir et vont confirmer ou infirmer, mais ils devraient confirmer effectivement ce qui est déjà apparu à travers l'écoute des bandes audio. Mais les enquêtes du BEA en plus sont extrêmement longues, il faut en moyenne 18 mois pour que le bureau enquête analyse rende son rapport.
Là, on est très vite parti sur le terrain judiciaire, puisque c'est le procureur de la République qui s'est exprimé en priorité. J'ai l'impression qu'on a mis un petit peu la charrue avant les bœufs. Alors certes, il y a eu une fuite la nuit dernière dans le New York Times d'un militaire, mais là, on a l'impression de fonctionner un petit peu à l'envers, vous voyez. Vous pensez que le procureur a réagi trop vite médiatiquement ? Oui, il y a un emballement parce qu'il y a une pression tout d'abord effectivement médiatique qui est très forte, il y a une pression également politique qui est énorme. Aujourd'hui, on est dans une société où on veut tout savoir vite. Voilà, pour passer à autre chose et de se dire c'est bon, on a trouvé le coupable, donc maintenant, une fois qu'on a trouvé le coupable, mais sans chercher forcément des causes techniques. Lorsque le rapport de cet accident sera rendu sans doute dans 18 mois ou 2 ans, qui va s'y intéresser ? Parce qu'on va se poser désormais la question de la responsabilité aussi. La compagnie va certainement renvoyer le plus possible sur le pilote, son profil. Sa responsabilité à la compagnie peut aussi être engagée, ça va être l'enjeu maintenant. Alors, comme ça vient d'être dit parfaitement, il y a 2 types d'enquêtes. L'enquête technique, elle rend un rapport au bout d'1 mois, et un rapport initial au bout d'1 mois, et un rapport au bout de 18 mois ou 2 ans final. Pourquoi ? Parce que le BEA, qui est un organisme indépendant, je le rappelle, doit répondre à la question « qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que ça recommence ?» Il ne répond pas à la question « c'est la faute à qui ?» Il ne répond pas à cette question-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que ça recommence ? Et ça, il faut répondre vite. Sinon, on peut être conduit à arrêter des milliers d'appareils. C'est pour ça qu'il y a une gestion du temps très importante à faire par le BEA dans un premier temps. Et on l'a vu pour l'Orio Paris, les recommandations sont arrivées assez rapidement, alors qu'on a retrouvé l'appareil 2 ans après. Enfin, les boîtes noires, 2 ans après. Ensuite, il y a l'enquête judiciaire. L'enquête judiciaire, elle ne répond pas à ces questions-là. L'enquête judiciaire, sous la responsabilité d'un magistrat, répond à un certain nombre de questions qui sont posées par le magistrat, qui conduisent à déterminer les responsabilités. Alors évidemment, il faut connaître les causes. Mais il y a les causes, mais il y a aussi des questions d'environnement qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec l'accident. Et là, c'est le magistrat qui a vraiment l'enquête dans la main et qui oriente l'expert judiciaire sur les questions qu'il souhaite lui poser. Alors, ce type de tragédie est extrêmement rare, mais il est arrivé quelques rares fois dans le passé que des pilotes ou des copilotes, pour des raisons personnelles, décident de crasher leur avion, si l'on peut dire. On va regarder les précédents avec Ludovic Romanens. À ce jour, 7 cas de suicide d'un pilote civil en plein vol ont été répertoriés depuis 40 ans. Cela représente 0,5% des accidents mortels selon l'agence américaine de l'aviation. 5 ont tué des innocents. 1976, 12 morts en Russie en cause, une déception amoureuse, tout comme en 1994 au Maroc. 10 minutes après le décollage, l'avion Royal Air Maroc plonge de 16 000 pieds. Le pilote de l'ATR-42 est passé en commande manuelle. L'avion s'écrase dans les montagnes de l'Atlas, faisant 44 morts. Décembre 97, 104 morts en Indonésie. Les 2 enregistreurs de vol ont été volontairement débranchés par le commandant de bord. Le copilote s'était absenté du cockpit. Pour les enquêteurs américains, l'homme avait d'importantes dettes, une thèse contestée par les autorités indonésiennes. La plus grave catastrophe a eu lieu en octobre 1999, le vol égyptaire, 217 morts en plein océan Atlantique. 30 minutes après avoir décollé de New York, le commandant de bord sort du cockpit. L'autopilote est alors déconnecté par le copilote qui dira ces mots « Je compte sur Dieu ». Le commandant revient à son poste, les pilotes ont alors des actions contradictoires sur les gouvernes. L'avion s'écrase à 800 km/h. Le copilote était déprimé selon les enquêteurs américains. Une explication que rejette encore la compagnie égyptienne. La dernière catastrophe date de 2013, 33 morts en Namibie. Là encore, un pilote seul aux commandes faisant chuter l'appareil. La porte du cockpit était verrouillée de l'intérieur. Pas un mot sur les enregistreurs. 7 cas de suicide aux commandes d'un avion civil. À chaque fois, les motivations restent assez floues. Et on l'a compris, ces cas sont extrêmement rares, sans évoquer le cas de ce copilote que l'on ne connaît pas du tout. Je me tourne vers vous, Monsieur Boisseau. Est-ce que le comportement suicidaire peut être à ce point imprévisible qu'on peut passer subitement à l'acte ? Oh, il est extrêmement difficile de répondre positivement à cette question. C'est quelque chose d'extrêmement personnel, individuel, et c'est la conjonction de différentes questions, toutes personnelles, circonstancielles, actuelles, etc. Donc ça, probablement qu'on n'en saura jamais rien très précisément. Ce qui se passe, et donc on ne va pas faire un diagnostic par rapport à ça, bien entendu. Ce qui va
va se passer, c'est qu'il va y avoir une action judiciaire. Dans cette action judiciaire, il va y avoir tout un ensemble de pièces qui vont être mises au dossier, et notamment les pièces concernant le parcours dans la vie de cet homme. Et donc les experts émettront des hypothèses. Mais voilà, je crois qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans cette démarche. À travers votre expérience, est-ce qu'il existe d'autres cas de suicidaires qui entraînent d'autres personnes dans leur mort ? Oui, ça on le voit relativement fréquemment dans des histoires toutes banales. Si je peux me permettre de dire, c'est pas banal pour les gens pour lesquels ça arrive, mais de conflits familiaux, par exemple, où un père va assassiner ses enfants en même temps qu'il se suicide. Donc ça, c'est quelque chose qui... voilà. Mais ce qu'il ne faudrait pas considérer, c'est que tout dépressif est suicidaire et que tout suicidaire est en mesure de cracher un avion avec 180 personnes derrière. Parce que là, la particularité, c'est que si jamais c'est ce scénario... le copilote oblitère totalement le fait qu'il est au bord d'un avion et qu'il y a 150 personnes derrière lui. Ça, c'est un comportement possible chez les suicidaires. Quand savez-vous ? Quand savez-vous ? Quand savez-vous ? Il amène effectivement 180... Enfin, si les choses sont de cette façon, il amène 180 personnes à la mort. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur la conscience ou la part de conscience qu'il a de cet état de fait. Donc ça, c'est très difficile de dire ça comme ça. Alors, je voudrais qu'on parle de la prise en charge des familles à présent, évidemment, qui sont prises en charge depuis notamment cet après-midi sur le site. Comment est-ce que ça se passe, et notamment l'explication, on imagine maintenant qu'on a une partie de ce qui s'est passé, l'explication à leur donner à ces familles, quels sont les mots, comment est-ce que ça se passe pour les psychologues qui sont auprès d'elles ? Alors, ce que je voudrais dire, d'abord, c'est que ce n'est pas les psychologues qui expliquent la situation. C'est les autorités qui doivent rendre compte le plus rapidement possible et le plus exactement possible ce dont il s'agit, quels sont les éléments de l'enquête. Donc la place des psychologues n'est pas une place explicative. Alors, c'est vrai que ces gens, vous dites que les choses commencent ici. Non, elles n'ont pas commencé ici. On a vu que, par exemple, pour les enfants de cette école en Allemagne, déjà des choses avaient été mises en place précédemment. Ce qu'on constate effectivement, c'est que les gens, quand arrive une catastrophe collective comme ça, ont ce besoin d'aller sur les lieux. Alors sur les lieux, ça veut dire être au plus près finalement du lieu dans lequel leur proche a fini sa vie, voir qu'est-ce qu'il a pu voir, enfin essayer d'imaginer quelque chose de ce qui a pu se passer pour cette personne dans ce moment-là. Alors c'est vrai que ça garde toujours sa part de mystère, mais je crois que c'est important effectivement que les gens puissent venir là. Ils viennent là également pour avoir les explications des autorités sur ce qui s'est passé. Ils viennent aussi également savoir, ma foi, comment vont être récupérés les corps, enfin toutes des choses qui sont extrêmement importantes pour eux. Alors il est bien évident que dans ce contexte-là, c'est des éléments de stress extrêmement important et que dans ces situations de stress, ils peuvent manifester tout un ensemble de difficultés d'ordre physique, d'ordre psychologique, et il est important effectivement qu'ils soient aidés et entourés dans ce moment-là. Et on comprend que l'accompagnement sera assez long. Je vous remercie à tous, messieurs, le temps nous est compté d'être venus pour qu'on puisse comprendre les raisons de ce crash qui a causé la mort de 150 personnes. Merci à vous tous. Merci. Un jour, un livre. À présent, on va parler d'un slogan que l'on entend beaucoup, Made in France. Les Français y sont très attachés, les politiques en ont fait un thème phare. Mais que signifie ce label ? Jean-Michel Bézat, vous avez mené l'enquête. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde au service économie et vous publiez aux éditions First Enquête sur le Made in France, justement. Quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui, d'abord, depuis que ce slogan a fait forest, on va dire, depuis la campagne de 2012, grosso modo, est-ce que les choses avancent ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui plus de produits français ? Les choses avancent, mais elles avancent très lentement. Elles avancent auprès des consommateurs, puisque les consommateurs sont demandeurs de produits français. Ils sont demandeurs, mais ils ne sont pas toujours acheteurs. Donc il y a une espèce de schizophrénie. Il faut dire que les produits français sont aussi plus chers. Oui, absolument. Je crois que c'est un des principaux freins. Il y a d'abord un frein qui est la limitation de l'offre, puisqu'il y a des tas de produits qu'on ne peut plus trouver, même si des expériences montrent que des gens ont essayé de vivre 100% Made in France
France, c'est possible, mais c'est quand même pas très facile. C'est l'objet d'un fameux documentaire exactement. qui montrait la difficulté. Et puis il y a un effet d'offre, un effet de prix. Il y a peu d'études ont été menées, mais il y a quand même une étude que je cite dans mon livre et qui montre que pour un panier moyen, acheter Made in France, ça coûte entre 1 200 et 3 600 euros de plus à un ménage par an, donc c'est quand même assez considérable. Tout quand le pouvoir d'achat des Français a reculé, hein. Vous dites moins 4%. Exactement. 1 500 euros. Oui, le pouvoir d'achat, en tout cas pour une partie de la population française, a reculé et c'est donc un frein au développement du Made in France, ça, très clairement. Alors à quel label peut-on faire confiance? Vous dites qu'il y a le label Origine France Garantie, qui est le seul label sérieux. Alors, c'est vrai que d'abord, il faut dire qu'il n'y a aucun label obligatoire. Hein. Le Made in France est même prohibé, enfin le caractère obligatoire d'un label est prohibé d'abord par l'Organisation mondiale du commerce, au nom du libre-échange des marchandises. C'est aussi prohibé, même si il fait un effort par la Commission de Bruxelles. Donc on a essayé en France de développer un label, et c'est un label qui s'appelle effectivement Origine France Garantie, qui a été créé en 2011, lancé un peu à l'initiative de Nicolas Sarkozy, dans un contexte assez politique où finalement il s'est rendu compte qu'il fallait faire un effort, donner un signe à l'opinion, dans le sens de acheter français, ça veut dire réindustrialiser la France, refaire des produits français et donc retrouver de l'emploi industriel. Qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs Made in France? Production 100% française ou c'est plus compliqué que ça? C'est plus compliqué que ça parce qu'on ne peut pratiquement pas trouver de 100% français, ne serait-ce que parce que souvent les matières premières on n'en trouve plus en France. La traçabilité est très compliquée. Hein, alors il y a la traçabilité qui est compliquée et puis la matière première est difficile. Non, un Made in France, on peut dire que, et d'ailleurs Origine France Garantie le définit comme ça, que le prix d'un produit, 50% de la valeur du produit a été acquise en France. C'est déjà pas mal. Hein. Ça peut monter un peu plus, mais jamais à 100%. Mais comment on peut penser le Made in France au sein de l'Union européenne quand on n'est pas du tout d'accord en France, en tout cas pas tout à fait, avec les règles imposées par Bruxelles? On se rappelle du scandale de la viande de cheval en 2012. Le gouvernement français avait souhaité qu'il y ait un étiquetage sur l'origine de la viande dans les plats préparés, mais Bruxelles a dit non. Oui, absolument. Alors Bruxelles commence à évoluer, mais il y a aussi des gens qui pensent que c'est très lourd pour une entreprise de faire cet étiquetage. Et donc, effectivement, sur les plats préparés, la traçabilité n'est pas toujours très bonne. Sur la viande proprement dite, elle existe depuis l'affaire de la vache folle, hein, clairement. Vous disiez l'enjeu c'est la réindustrialisation du point de vue politique, c'est l'idée qu'il faut ramener l'industrie en France après des décennies où on l'a laissé partir. Absolument, oui. La France a quand même perdu 2 millions d'emplois industriels depuis 1980, mais il ne faut pas s'illusionner. Hein. D'ailleurs, je le dis dans mon livre, c'est pas en relocalisant que l'on va recréer de l'emploi industriel. Quand on relocalise une activité, je donne un certain nombre d'exemples, notamment par exemple un fabricant de vélos, on monte en gamme, on robotise, on gagne en productivité pour compenser ce qu'on perd en masse salariale, en coût du travail. Et donc, en gros, pour 20 emplois délocalisés, vous avez un emploi relocalisé. Vous voyez, l'écart est extrêmement important. Alors la question du Made in France, ça concerne tous les secteurs. On peut dire un mot du secteur du luxe, hein, qui se revendique souvent Made in France, mais il y a des pièces qui sont sous-traitées dans des pays à bas coût en Europe, mais aussi en Asie. Bien sûr. Alors, il faut distinguer le luxe, le pur luxe, où là, il y a quand même du Made in France et un véritable effort des grandes maisons de luxe pour former leurs propres ouvriers, pour se sourcer en France en termes de matières premières. Il faut distinguer ça je dirais, du semi-luxe ou des marques de luxe, mais qui vendent des produits qui ne sont pas du très très haut de gamme, et où là, effectivement, il y a une partie du travail qui est fait dans le Maghreb, une partie en Europe de l'Est, parfois en Chine. Il faut bien voir que parfois on importe aussi des savoir-faire. Le luxe importe des savoir-faire, des choses que des pays comme l'Inde, la Chine, même le Mali, ils peuvent pas faire. Ces pays-là sont capables de faire, et parce qu'ils ont une très très grande tradition artisanale dans ce domaine. Donc on peut dire qu'il n'y a pas 100% Made in France, mais
dans des produits de luxe, on peut très bien imaginer qu'il y ait une toute petite partie qui vienne de l'étranger et qui soit de l'excellence, en fait. Quel est le rôle du politique dans tout ça? L'État chapeaute un plan pour la nouvelle France industrielle, mais en même temps, c'est plus l'État colbertiste, c'est ce que disaient d'ailleurs les chefs d'entreprise à l'époque. Quelle est la place du secteur privé et la place de ce que peut faire l'État dans... Disons que l'État peut déjà inciter à acheter des produits français, puisque l'État est un très gros acheteur. Hein. Je cite les chiffres, mais les hôpitaux, toutes les entreprises publiques et puis l'État lui-même, l'éducation nationale, peuvent acheter français. C'est là-dessus. Mais je crois que le vrai message du livre, c'est de dire que finalement, l'État, le gouvernement, il doit favoriser le Made in France en favorisant la compétitivité des entreprises. Pas en favorisant la consommation intérieure de ces produits, la compétitivité des entreprises. Et de leur côté, les entreprises, elles doivent faire un effort d'innovation pour vendre des produits Made in France, parce qu'on n'achète pas du Made in France comme ça. On l'achète parce que ça apporte un plus. Merci beaucoup Jean-Michel Bézat pour ce mot de la fin. Vous nous parliez du Made in France. Tout de suite, un nouveau journal. On revient évidemment sur le scénario du crash de l'A320. Restez avec nous. Retrouvez les cotations avec Financière de l'Échiquier, spécialiste de votre épargne.